Aux îles, on vit avec le défi des espèces envahissantes parce que on est en plein milieu du Golfe, les conditions climatiques changent puis sont propices à l'arrivée de certaines espèces. C'est un défi parce qu'on vit de la mer. Donc, il y a plein le secteur économique en soi est confronté à des envahisseurs comme ça qui viennent en compétition avec les espèces déjà présentes puis utilisées commercialement. On a différentes ententes avec Pêche et Océan Canada. On faisait principalement des pêches d'automne, de capture d'automne pour essayer de justement diminuer la quantité de crabes verts. Depuis 2 ans maintenant, on fait de la capture printanière pour essayer de capter plus de femelles avant la ponte des œufs. Donc, ça fait environ 3 ans, 4 ans qu'on travaille avec Pêche et Océan spécifiquement sur le crabe vert. Présentement, on a 90 casiers qui sont répartis sur 6 sites sur le territoire, donc 4 sites dans la baie du Bassin ici. On en a un à l'étang Fernand, puis un également dans la lagune de Havre-aux-Maisons. Donc, on essaie de séparer un peu l'effort de pêche. Puis, les casiers sont récoltés, dans le fond, 3 fois par semaine, donc environ 2 jours, pour récolter les crabes verts, puis les contrôler, tuer ceux qu'on récolte. Donc, on peut être actif pour une plus longue période, vu qu'on est déjà ici sur le territoire. Fait que c'est sûr que l'effort de pêche est grandement augmenté. Donc, les captures aussi, on a plus un impact sur retirer l'espèce du milieu. Présentement, c'est ça, l'augmentation, il a commencé à être détecté en 2022 environ. En 2023, le ministère Pêche Océan nous a demandé de faire une pêche de contrôle supplémentaire à l'automne. 2024, on a récolté quand même beaucoup plus de crabes verts, donc le comité type a récolté environ 1000 crabes verts. Puis cette année, jusqu'à date, ça fait juste 3 semaines qu'on pêche. On note une certaine diminution, mais ça va être à voir puis à surveiller dans les prochaines semaines là, également. Comme normalement, on fait une pêche de printemps d'environ 6 semaines. Là, on est à la 3e semaine. On en note moins que l'année passée, mais c'est encore très préliminaire là, pour juger de tendance. On travaille avec les pêcheurs directement. C'est eux nos yeux sur le terrain quand nous, on ne l'est pas, notamment les pêcheurs d'anguilles. Donc, on a un réseau de détection sur le territoire où ils doivent nous alerter lorsqu'ils en trouvent dans leur casier de pêche à l'anguille. Oui, on travaille de pair avec eux autres. C'est une des bases pour le comité ZIP en soi, mais notamment pour la lutte aux espèces envahissantes. Une fois qu'ils ont été capturés, les crabes verts, on prend des mesures. C'est bien important. On prend aussi le sexe du crabe vert. Donc, ce qu'on vise principalement, c'est de cueillir le plus possible de femelles, donc qui sont une force reproductrice. Ensuite, on les écrase sur place. Donc, c'est interdit de transporter des espèces envahissantes vivantes sur le territoire. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on les écrase sur place. Ensuite, on va aller les congeler puis en disposer au compost, tout simplement. C'est ça, les crabes verts peuvent résister environ jusqu'à 5 jours normalement en dehors de l'eau. Mais une fois, c'est ça. C'est pour ça qu'on les écrase également. Donc, on s'assure qu'il n'y a pas de risque de survie. Donc, la plupart des espèces envahissantes marines sont transportées malheureusement par nous. C'est le plus grand vecteur d'amener une espèce. Le crabe vert a été introduit très, très tôt, 1880. Donc, c'était sûrement avec le ballast dans les bateaux à l'époque. Souvent, les bateaux en partant d'Europe prenaient des roches sur la plage comme ballast pour faire du poids dans les bateaux. Ça serait très facile. L'espèce en Europe, il est très répandu. Il y en a en dessous de tous les roches, dans les algues, sur les berges. Donc, en embarquant ces choses-là dans les bateaux, ils étaient ramenés sur le côte est américain. Puis après ça, larguer les roches, ça veut dire larguer les crabes, puis ils ont survécu et la population a grandi.
Une des façons vraiment de voir la différence, le crabe vert a 5 petites pics ici sur le côté des yeux. C'est vraiment une caractéristique d'identification du crabe vert. On peut aussi noter là, sa forme en trapèze là, de la carapace versus celle-ci qui est beaucoup plus ronde, un peu plus arrondie. On l'appelle crabe vert, mais faites attention, des fois la coloration est très variable. Donc, les 5 petits pics sur le côté de la carapace, c'est vraiment ça le facteur identifiant. Puis pareil pour le crabe commun, il est souvent d'un beau rouge comme ça, mais ça peut énormément varier les colorations. Il y a plusieurs espèces aquatiques envahissantes. Il y a ce qu'on appelle les tuniciers envahissants. Ce sont des espèces qui se collent aux bateaux, qui sont arrivées avec les bateaux très probablement. Puis il y a le crabe vert qui est présent malheureusement aux îles de la Madeleine, dans plusieurs lagunes. Il est arrivé environ 2004 qu'on a commencé à le détecter. Il y a eu un pic de la population, puis il y a eu vraiment un crash. Pendant plusieurs années, on trouvait 1, 2, 3 individus. Il y avait quand même un suivi serré qui se faisait, mais on n'en trouvait plus beaucoup. Puis là, depuis 2022, il y a eu une augmentation des détections qui nous étaient signalées. Donc, on a pris la peine d'aller vraiment regarder qu'est-ce qui se passe et on voit que la population est en augmentation. Bien, on a vu dans certains secteurs que vraiment la zostère se dégradait, donc elle disparaît carrément. Il y a moins de superficie de plantes. Vraiment, il enlève les plantes, puis c'est très long avant que ça se régénère, surtout s'il est toujours là. Puis sur la côte est américaine, les gens qui cueillaient les mollusques, là, il y a eu vraiment un crash de la population des mollusques suite à l'introduction du crabe vert. Donc, ça pourrait définitivement affecter tout ce qui est coquillage, tout ce qui est mollusque. Donc, ça nous inquiète vraiment beaucoup. On a plusieurs projets sur le crabe vert, vu qu'il prend de l'expansion vers le nord. Il va rentrer bientôt plus au nord, plus dans nos eaux. Donc, on a quelques sites déjà avec des populations, mais c'est une grande inquiétude pour le futur. On est à l'Institut Maurice-Lemontagne à Montjoly, dans la salle des bassins. Donc, on a tout un système expérimental avec des aquariums, des grands bassins où on peut ramener des espèces et faire des expériences ou des manipulations avec ces espèces-là. Qu'est-ce qu'on voit dans votre laboratoire? Donc, ici, on a un système de contrôle de température. Donc, on a vraiment, tous les tuyaux, c'est un système d'eau. On a de l'eau froide et de l'eau chaude qui arrivent vers chaque bassin. Après ça, on a des petits contrôleurs qui, on demande une température précise, puis ils vont mélanger l'eau froide puis l'eau chaude pour garder cette température-là stable pendant des semaines ou des mois. Donc, on a la possibilité d'avoir 36 aquariums avec des individus dans chaque aquarium et une température différente pour chacun de ces 36 petits bassins. Ici, on a des centaines de crabes qu'on a ramenés de régions différentes. Donc, il y a des crabes des îles de la Madeleine, il y a des crabes de Terre-Neuve, puis des crabes de la Colombie-Britannique et du Nouveau-Brunswick qui étaient toutes ramenés dans cette salle-là. Après ça, on a décidé plusieurs températures, donc de 2 degrés jusqu'à 24 degrés, toutes mélangées entre les bassins. Puis on a regardé comment les crabes vont performer, comment ils vont aller quand ils sont gardés à ces températures-là pendant plusieurs semaines. Concrètement, il faut que ce soit dans le noir parce que je travaille avec de l'oxygène et il y a besoin que tout soit dans le noir pour éviter que ça perturbe mes mesures. Donc ce que je fais actuellement, en fait, c'est que je vais chercher à scanner des codes qui sont reliés à des chambres et dans chaque chambre se trouve un crabe. Donc on peut voir ça directement ici. Ça consiste en fait à ce que je place une fibre optique au-dessus d'une chambre où il y a précisément un dot. Ce dot me permet en gros, par un phénomène de diffraction, d'obtenir la quantité d'oxygène dans l'eau. Et à travers ça, je peux y corréler le fait que l'organisme respire. Et c'est ce qui m'intéresse à savoir, le taux de consommation d'oxygène de l'individu par rapport à la température que chaque bassin qui sont présents ici contiennent en gros. Dépendamment des 3 températures que j'ai, savoir si mon crabe à 2 degrés, est-ce qu'il est plus actif que mon crabe qui va être par exemple à 20 degrés comme dans ce bassin-là. Et dans un contexte invasif, c'est vraiment intéressant parce que ça me permet de savoir si
est-ce que des eaux, par exemple, du Saint-Laurent, qui sont beaucoup plus froides, est-ce que ça fait vraiment si peur que ça qu'ils arrivent à être capables, en fait, d'envahir le Saint-Laurent dans un contexte où, par exemple, à 2 degrés, son activité métabolique peut être beaucoup plus basse, ce qui pourrait, en échangeant, par exemple, avec des gestionnaires, traduire le fait que il ne serait pas vraiment capable de réussir à envahir le Saint-Laurent si son activité métabolique est si basse que ça. C'est une espèce envahissante quand même assez inquiétante globalement, je dirais. Ici, en Amérique du Nord, si on veut, la première introduction du crabe vert s'est faite en 1880 à peu près, donc quand même assez longtemps, sur le côte est des États-Unis, plus au sud, Boston, proche de là. Suite à ça, l'espèce s'est répandu, propagé vers le nord, mais il était limité par la température. Puis plus récemment, on a eu une deuxième introduction d'un type plus nordique, adapté au froid. Puis là, on voit vraiment une expansion avec le changement climatique aussi et les eaux qui se réchauffent. Il y a de plus en plus de sites qui sont propices et on voit de plus en plus de populations de crabes verts. Il vient d'où, le crabe vert? C'est une espèce européenne, donc c'est le crabe commun en Europe. Vraiment sur toutes les côtes. C'est vraiment une espèce commune répandue en Europe. Habituellement, aujourd'hui on en a 4, on est vraiment très surpris. Là. Habituellement, on est autour de 50, 60 quand on vient. Mais là, cette année, on est vraiment vers une base. À chaque fois qu'on vient, il y en a de moins en moins. Fait qu'on s'entendait à pas beaucoup aujourd'hui. Là. La femelle va couver des œufs. Il va y avoir une période où la femelle est ovigère, où elle a des œufs avec elle sur son abdomen. Après ça, quand les œufs vont éclore, il va y avoir une larve pélagique. Donc, qui part dans les eaux, qui passe plusieurs semaines à grandir, mais qui se promène vraiment beaucoup à ce stade-là parce que c'est porté par les courants. Après ça, les larves vont se transformer en petits crabes, donc ils vont se déposer quelque part, puis ils vont redevenir une crabe reconnaissable sur le fond. Puis après ça, ça va grandir par la suite. Femelle droite. Le crabe vert, il est limité ou il était limité par la température froide dans le passé. Donc, l'introduction initiale aux États-Unis, c'est clair qu'il y avait une limite nordique qui ne dépassait pas, puis c'était lié à la température des eaux. Donc là, les eaux se réchauffent et cette limite de température-là est plus au nord. Donc oui, il y a de plus en plus de régions qui sont disponibles. Ça, c'est la dernière étape de prise d'échantillons pour notre expérience. Donc, ces crabes-là ont déjà passé la respirométrie. Puis là, on va les disséquer, on va les ouvrir, puis on va prendre des échantillons de plusieurs tissus pour regarder les marqueurs de stress. C'est une espèce qui est extrêmement tolérant des extrêmes, des conditions environnementales qui seraient comme pas nécessairement facile pour une autre espèce, ce qui explique en grande partie pourquoi c'est une espèce envahissante globalement d'une si grande inquiétude, parce que justement transféré dans les eaux de ballast ou dans les ballasts anciennement, les roches, il peut survivre longtemps dans des conditions suboptimales pour après ça s'établir quelque part. Mais il n'y a pas de pêcheurs commerciaux là, qui pêchent dans les lagunes. Donc, pour l'instant, aux Îles-de-la-Madeleine ne sont pas mis à contribution. Mais dans d'autres régions, Terre-Neuve, absolument, il y a des pêcheurs qui veulent sortir du crabe vert le plus possible puis qui participent à l'effort là, de réduire la population. Le crabe vert est comestible, on peut le manger sans problème. C'est petit, c'est pas comme une homard où on a vraiment des grandes quantités de chair à l'intérieur, donc ça serait plutôt mangé entier ou transformé à voir, mais c'est pas nécessairement très facile. Il n'y a aucune pêche commerciale au Canada pour l'instant. C'est clair qu'il y a un impact sur des écosystèmes, des habitats qui sont importants pour nos eaux. Les herbiers disostères sont des milieux puponnières pour beaucoup d'espèces. Donc, s'il y en a un impact puis on diminue nos couvertures d'herbiers disostères, c'est clair qu'il y a un impact.
Là, on guette beaucoup la baie des Chaleurs parce que le crabe vert est présent au Nouveau-Brunswick. Donc, c'est notre prochain secteur. C'est pour ça qu'on fait une expérience pour voir sa tolérance à la température, jusqu'où il peut devenir envahissant parce qu'il peut venir, il peut avoir quelques individus, mais ce qui va vraiment causer des répercussions sur l'environnement, ça va dépendre des conditions, est-ce qu'ils sont propices à son établissement puisqu'ils deviennent très envahissants. Donc, on se pose que, y a-t-il des secteurs qu'on devrait cibler, des endroits qui sont super importants, qu'il y a de la zostère importante, des pouponnières pour des pêches importantes. C'est justement dans cette optique-là de changement climatique, changement de température, une espèce qui est hautement inquiétante et une espèce qu'on veut poser des actions de gestion, de contrôle, mais il va falloir vraiment cibler les sites ou les places importants pour nous parce qu'on ne serait pas capable d'éliminer l'espèce ou de l'éradiquer ou de le contrôler sur tous les sites. C'est un bon défi quand on parle d'espèces envahissantes. Hein. On parle rarement d'éradication complète. C'est quelque chose qu'il va falloir apprendre à vivre avec, mais on essaye de limiter. Donc, on est plus dans des actions de contrôle. On essaye de limiter l'impact et c'est ça, de diminuer la vitesse de propagation, notamment sur d'autres territoires. Donc, on essaye c'est ça. On n'est pas en éradication complète, on est vraiment en activité de contrôle. Notre but avec l'expérience qu'on fait, c'est vraiment de fournir de l'information qui va nous permettre de choisir où on veut investir pour contrôler. On ne peut pas complètement éradiquer, mais on peut diminuer la densité, diminuer les populations. Il y a peut-être des sites où on peut diminuer tellement que c'est presque zéro à ce site-là. Mais c'est un effort en continu. Donc, il va falloir qu'on investisse avec choix. On ne pourrait pas faire ça pour tous les sites. Très probablement qu'il va arriver, surtout les changements climatiques jouent contre nous là-dedans et il risque de pouvoir s'établir dans de plus en plus d'écosystèmes. Est-ce qu'il va affecter la biodiversité pareil partout? Est-ce qu'il y a moyen d'agir? Est-ce qu'on peut essayer de limiter ces répercussions? Je pense qu'il ne faut pas abandonner la lutte. Il faut au contraire se planifier des choses, être justement proactif puis essayer d'établir des actions là, qui soient efficaces puis qui peuvent nous aider à préserver nos pêches et notre économie locale.